Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale sur les municipales. Pendant quelques minutes, à peu près 20, on va débriefer les résultats du premier tour avec nos invités, confrères des médias de la Sarthe. Avec nous, donc, Adrien Blanc, journaliste à RCF. Bonsoir. Bonsoir. Jonathan Latteur, journaliste à Sweet FM. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Et Éric de Grandmaison, directeur départemental de Ouest France. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va commencer direct avec le premier thème, la participation. Dimanche, il y avait 418 272 électeurs potentiels seulement, puisque 63,88 très exactement % d'entre eux se sont déplacés pour voter. La plus faible participation depuis 2001 en Sarthe. Un taux de participation qui a tendance à s'effriter au fur et à mesure que les municipales se succèdent. Première question, ce ne serait pas un paradoxe, parce qu'il paraît que le maire, la personnalité du maire, le personnage du maire est le personnage politique préféré des Français. Éric. En fait, toute la question, j'ai l'impression, pour ces élections, elle a porté sur est-ce qu'il va y avoir une sanction nationale à l'échelon local. Alors certains avaient dit non, pas du tout, c'est pas ce qu'on a senti pendant la campagne. Et patatras, en fait, j'ai le sentiment qu'hier soir, si, c'est bien ce que les Français sont venus dire, et on ne se retrouve plus dans ce discours-là. Et notamment, il sera intéressant de voir comment l'électorat populaire a voté. Certains n'y sont pas allés, d'autres sont carrément partis au FN. Enfin, il s'est passé quelque chose. Clairement, gauche et droite nous ont dit hier, c'est un vote sanction. Donc, pas seulement l'enjeu local, mais l'enjeu national et une sorte de ras-le-bol du politique, peut-être. Adrien, c'est le national qui s'est invité, qui a laissé, qui a poussé les gens peut-être à rester chez eux hier. Oui, et puis une tendance de fond entre les partisans de la contestation et les partisans de la construction. Alors les partisans de la contestation ne vont pas voter, ou alors ils votent pour des extrêmes, ou alors pour des candidats totalement inattendus. Et ceux de la construction, eh bien, ils vont voter pour le parti auquel ils sont le plus attachés, mais on ne sent pas forcément un grand enthousiasme à aller voter, même dans le fief de Jean-Claude Boulard, par exemple. Toutes ces voix qu'il n'a pas eues, ce sont peut-être des électeurs qui ont été un peu déçus. Et oui, on vous parlait de Jean-Claude Boulard, ça tombe bien, première ville sur laquelle on va analyser un peu le résultat. Près de 13 000 voix en moins pour Jean-Claude Boulard par rapport au scrutin de 2008. Un FN qui est présent au second tour et deux listes de droite qui peuvent se maintenir dans l'absolu pour le tour suivant. Voilà, les résultats s'affichent à l'écran. Quel enseignement on peut en tirer? C'est usure de pouvoir, les dossiers type MM Arena, division de la gauche ou les sanctions nationales, Jonathan? Moi, je crois qu'il y avait une grande question autour du MM Arena. D'abord, est-ce que les Manceaux allaient sanctionner Jean-Claude Boulard? Vous croyez que là, on a une sanction? Je crois qu'on a une sanction sur le MM Arena et pour Jean-Claude Boulard. Et puis, il y a peut-être effectivement une lassitude du pouvoir parce qu'il réclame un 3e mandat. Peut-être que ça a joué. Et puis, il y a toute cette dynamique nationale, c'est vrai, parce que les gens se sont déplacés aux urnes. Je crois que c'est un peu plus de 30% d'après les différents instituts de sondage qui sont allés sanctionner la politique du gouvernement. Et les élus de gauche, évidemment, ce sont les premiers en ligne de mire à trinquer. Donc d'abord le MM Arena au plan local, et puis peut-être aussi donc deux autres facteurs qui ont joué. La lassitude, parce que 3e mandat, et parce que Jean-Claude Boulard a 71 ans, et puis ensuite donc cette thématique nationale. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit mon confrère, tout simplement parce que le MM Arena, n'oublions pas que lorsqu'il a été voté à gauche et à droite. En fait, il y avait une espèce d'euphorie mensuelle, c'était la Ligue 1 qui se profilait, enfin, c'était la fête et tout le monde y a cru. En fait, tout le monde a mis la main dans le pot de confiture. Je vous rejoindrai davantage sur l'usure du pouvoir. Je pense que pour certains électeurs, Jean-Claude Boulard a fait son temps. N'oublions pas que Jean-Claude Boulard a plus de 70 ans et je pense qu'on a des électeurs qui sont assoiffés d'une jeune classe politique, un renouveau qui n'ont pas trouvé, qui n'aura pas été proposé. Mais surtout qu'ils étaient là. Il y avait le premier adjoint Christophe Counil, Marietta Caramanli aussi, qui avait dit qu'elle était candidate si Jean-Claude Boulard ne se présentait pas. Et il s'est présenté, ils se sont ralliés derrière lui pour faire l'union du Parti Socialiste. Finalement, ça n'a pas beaucoup plu apparemment à certains électeurs. Ce ras-le-bol de gauche, c'est les 4,55% de Michel Pézeril. C'est comme ça qu'on peut les traduire. Et puis le peuple de gauche qui ne se déplace pas dans les urnes. J'aimerais bien qu'on parle des 15 et quelques pourcents du Rassemblement Bleu Marine avec un candidat plutôt atypique, Louis Noguès, qui a fait parler de lui plutôt par des bourdes que par un programme construit. Là, on est à fond dans la sanction et dans l'abstention. J'allais dire, c'est un schéma classique, non, ce résultat? Il y a une espèce de côté suicidaire parfois chez les électeurs
électeurs. On essaye de se mettre dans la peau de salariés, d'ouvriers qui ont des revenus faibles, qui tirent le diable par la queue, qui finissent des fins de mois à 10 €, qui n'ont pas le sentiment d'avoir été entendus par des politiques et qui un jour leur disent bon bah écoutez, vous n'avez pas compris, j'allais dire droite classique comme gauche classique, vous n'avez pas voulu nous comprendre. Eh ben, maintenant on va l'exprimer par un vote qui n'est pas pour moi un vote d'adhésion, mais qui est un vote de protestation. Ceci dit, juste pour le score de Louis Noguès, en Pays de la Loire, on est en moyenne autour de 10-11%. On est au Mans à 15-25%. Et je ne suis pas certain qu'il ait encore fait le plein de ses voix. Donc là, à mon avis, il y a quand même péril dans la demeure. Il y a péril dans Là la demeure. où je vous rejoins, c'est que je ne peux pas croire qu'il y a 15% des Manceaux qui s'imaginent que des quarts de noir arrivent nuitamment. Non, sûrement pas. Oui, Voilà, c'est vrai. c'est pas possible. Mais Donc, il joue sur les sentiments en fait. Il dit on n'en sait rien, et il faudrait voir. Et il joue sur des peurs, sur des craintes, des questions que les gens se posent. Et c'est ce qui fait que ça peut fonctionner jusqu'à 30%, je crois, dans un bureau, hein, vous le disiez, Jonathan, dans les quartiers sud. Dans les quartiers sud du Mans. Jusqu'à 30%. Rapidement, la droite, que va-t-elle faire? On reste sur la désunion pendant quelques jours encore, ou alors on s'unit? Alain Pigeot vient d'annoncer qu'il n'acceptait pas pour l'instant la première offre de Christelle Morançais. Mais en fait, on avait une tentative d'accord de Christelle Morançais, donc 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour la liste UMP, 1 tiers pour la liste Alain Pigeot. Il a annoncé ce soir que c'était un niet catégorique, ça a été dit comme ça, il n'accepte pas la proposition qui est faite. Donc les choses me paraissent plutôt très mal engagées. Si en plus on tient compte du fait que mardi à 18h, donc demain, le couperet tombe et les listes doivent être constituées, c'est un véritable compte à rebours qui est lancé. Bon, à mon avis, déjà la droite classique qui était en situation de challenger par rapport à Jean-Claude Boulard, là va se trouver dans une situation peut-être incroyable avec 4 listes au second tour. Ça paraît, au moment où on en parle, complètement incroyable. Et pourtant, ce n'est pas à exclure. C'est pas à exclure. Et alors là, ce serait l'étalage au grand jour, en plus en terre filloniste, de division de la droite qui laisseront des traces. Il y a une question d'ego dans cette affaire, parce qu'Alain Pigeot, on se souvient, son éviction rocambolesque, il a peut-être envie de faire payer à son ancien camp, justement, ce départ précipité. La revanche, voilà. On va aller voir ce qui se passe un petit peu en Sarthe. Alors la gauche résiste, mais un petit peu difficilement dans certaines villes, type Allonne, Coulennes, La Flèche. Guy-Michel Chauveau réélu pour un 5e mandat, mais moins bien réélu que... Oui, mais quand même, c'est étonnant d'ailleurs ce qui se passe dans le Sud-Sarthe. Vous voyez, c'est le baron du Sud-Sarthe, Guy-Michel Chauveau. Alors, un peu moins bien, mais quand même du premier coup. Et on voit à l'autre bout du Sud-Sarthe émerger Béatrice Pavie. C'est une filloniste, force républicaine, qui arrive. Et à mon avis, on pourrait peut-être parler de ces 2 maires lors des prochaines législatives, par exemple. Donc, je pense que là, il y a une belle bagarre qui se prépare dans les années à venir. Et qui avait été remportée dernièrement, d'ailleurs, par Guy-Michel Chauveau, puisque c'est lui qui avait ravi le fauteuil match retour. Député. Voilà, on attend pour le match au retour. J'aimerais bien qu'on aille du côté de Sablé et du côté de la Ferté, surtout la Ferté. 76%. Alors là, c'est le score le plus improbable, j'allais dire presque, de ces élections en Sarthe. 76% pour Jean-Carl Grelier. Très bien, mais mieux que la fois d'avant. Mieux que la fois d'avant. Dans un contexte qui est particulier quand même. On a une opposition qui, j'ai eu l'occasion de les entendre, c'est Claude Rouet et Annette Moriette, qui nous a dit Jean-Carl Grelier a un très bon bilan, on vise pas de gagner parce que c'est pas possible, on est réaliste. Voilà. C'était les premiers mots de l'opposition. Donc eux, voilà, exactement. Donc voilà. Il a été soutenu par son opposition. Voilà, soutenu par son opposition. On appelle ça une opposition constructive. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout dit à la Ferté-Bernard. Il n'y avait pas d'opposition et Jean-Carl Grelier s'est facilement imposé. Et à Sablé-sur-Sarthe, c'est la même chose. La gauche est partie désunie au dernier moment et voilà le résultat. Les surprises, par contre, c'est quelques villes que la gauche a perdues. C'est Saint-Calais, c'est Ivray-l'Évêque, c'est Mamers, c'est Bonnet-Table. Ça illustre, Adrien... voilà, ce coup de balai là qu'a voulu là on la voit vraiment, la vague bleue, ce sont ces villes moyennes qui n'arrivent pas à décoller, qui sont empêtrées dans des problèmes d'aménagement. On l'a vu à Château-du-Loir qui est en plein travaux, tout le monde n'est pas d'accord avec les aménagements. Saint-Calais qui se questionne sur son hôpital, les services publics, c'est aussi une question qui est posée. La gauche qui se présentait comme défenseur des services publics, on l'a vu au niveau national, et malheureusement c'est aussi vrai au niveau local avec la baisse des dotations de l'État. La gauche n'arrive pas à faire face.
Et donc, les gens, ils veulent peut-être une alternance pour voir de l'autre côté comment ça se passe et sanctionner aussi des discours qui ne portent pas leurs fruits dans l'action. Ça, c'était pour Saint-Calais, Ivry-l'Évêque et Bonnet-Table. Ma mère, c'est un cas un peu particulier parce qu'on s'attendait, comme pour les autres élections, à peut-être une triangulaire avec Cécile Belle de GC qui joue les arbitres. Pas comme ça dès le premier tour. Frédéric Beauchef qui passe du premier coup, ça c'est une vraie surprise. Je reviens sur ce que vous disiez sur les villes moyennes parce que c'est des rues urbains, c'est quand même des gens qui ont tendance à se sentir lâchés par une espèce de politique du tout agglomération, etc. Et là peut-être aussi, je sais pas, je pose la question, il faut peut-être aussi y voir une forme d'avertissement, une sanction au pouvoir en place en disant il va peut-être falloir quand même que vous vous préoccupiez des Français ruraux, de tous ces urbains qui sont dans les premières et deuxièmes couronnes des grandes villes et qui se sentent lâchés. Là, vous avez cité Ivry-l'Évêque, Champagné. Le cas de Champagné, la gauche ne s'y attendait pas du tout. Bon, il y a apparemment 4 voix d'écart. Peut-être un recours qui va être engagé pour le second tour. Qui est annoncé. Mais on ne l'a pas encore vu. Ruaudin, c'est carrément Verdun. À la fin de l'émission, parce que c'était... il faudrait une émission pour Ruaudin, voilà. et encore, ça ne suffirait pas. Mais voilà, toutes ces communes-là, Christophe Counil, le premier fédéral dans la Sarthe, disait non, jamais j'aurais pensé que même ces communes-là seraient touchées. Donc la fameuse vague bleue, raz-de-marée. Vous avez évoqué Château du Loir, on va le laisser de côté. On peut peut-être s'arrêter au Lude, où c'était intéressant de voir ce qu'allait donner ce duel entre le Châtelain avec l'ancien directeur de l'usine Candia sur sa liste, et puis Patrick Corvézier, l'ouvrier, si l'on peut dire son caricature, comme nous on aime bien faire les journalistes parfois, qui était sur la liste d'opposition dans le cadre d'un dossier économique très très difficile. Alors qu'est-ce qui a pu faire balancer du côté Nicolaï plus que Corvézier, à votre avis? Vous venez d'employer le mot, c'est cet effet de balancier, c'est-à-dire on a une majorité de gauche au niveau national, et bien on a la droite qui... C'est juste ça pour vous Et il y a aussi une très bonne implantation, je pense, de Louis-Jean de Nicolaï dans son canton, puisqu'il est conseiller général, et que voilà, il connaît bien son territoire, c'est le Châtelain, il a le château du Lude, et il a un bon réseau aussi, c'est important pour mobiliser les militants, ça a sûrement aidé. Ouais. Vous avez surveillé un peu de près, vous, ce qui se passait au Lude aussi? Oui, mais je pense que de toute façon, les élections à mi-mandat, souvent le pouvoir en place les perd. Donc il y a ce côté vague bleue qui s'est poursuivi dans le Sud-Sarthe, et puis on parlait de l'effet de la disparition à venir de Candia, et je pense que là-bas il y avait un ras-le-bol général. On a voulu changer. On voulait changer d'air. Voilà. On voulait changer d'air. Et il y a une autre commune dans laquelle apparemment on voulait changer d'air, vous l'avez cité, c'est la commune de Ruaudin où Samuel Chevalier est arrivé en tête, haut la main, 55,41% des suffrages contre le sortant Alain Delafoy. Ce qui a noté, alors c'est la première place donc de Samuel Chevalier, qui, on le rappelle, a été candidat à l'investiture UMP sur Le Mans. C'était au printemps dernier, ancien président du MEDEF. Et deuxième score, c'est celui de Philippe Lisambard, l'ancien premier adjoint, 7,99, pas un siège. Est-ce que vous pensez que là, la population s'est dit, c'est lui le coupable, il faut qu'il dégage? Mais clairement, on cherchait des boucs émissaires, et il y a un sentiment d'un énorme ras-le-bol des électeurs. C'est-à-dire que j'utilisais l'expression c'est Verdun, mais il faut assister à un conseil municipal à Ruaudin. Oui, c'est épique. Parfois, là, on cherche un petit peu où est la démocratie, et c'est d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait pas encore eu des blessés graves. Enfin bref, et là, ça donne le sentiment qu'à un moment, les électeurs qui peut-être finalement ont du bon sens, on dit maintenant, basta, ça suffit. Et on a l'impression que excusez-moi l'expression, mais tout le poulailler a été vidé. Allez, on en remet un et on repart sur des bases saines. Assez de temps perdu, assez de querelles stériles, assez de querelles personnelles, d'attaques personnelles qui ont quand même blessé pas mal de monde. En tout cas, 4 listes avant le premier tour, personne pensait que Ruaudin allait passer au premier tour. Alors, encore une surprise du scrutin, ça passe au premier coup. Alors là, c'est... À noter que c'est aussi une bonne opération pour Samuel Chevalier. Alors, il n'a pas pu s'implanter au Mans, mais il s'implante politiquement, ça y est, dans une ville. Il y a ce côté extérieur aussi qui a sûrement aidé, quelqu'un qui n'est pas dans ce poulailler où tout le monde se prend le bec. Après, est-ce que ça permettra de rapporter la sérénité au conseil municipal? On sait que Samuel Chevalier est quelqu'un de consensus, il l'a montré à la tête du MEDEF en allant parler et collaborer avec les syndicats de travailleurs. Donc est-ce que ça ramènera le calme, sachant que il y a toujours ces débats sur le budget, ils ne sont même pas d'accord sur
qu'est-ce que le budget, combien on a dans les caisses, combien on peut dépenser. Samuel Chevalier était le seul à dire on est en déficit. Donc le premier conseil municipal, à mon avis, va déjà être tendu, malheureusement. Il y a un microclimat là-bas. Il y a un microclimat, je crois. Allez, un petit mot rapide. Vous attendez quoi, vous, pour le... Vous allez suivre, hein, il y a 54 communes pour lesquelles il y aura un second tour dans le département dimanche prochain. 7 de plus de 1000 habitants, c'est Aigné, Châles, Écomois, Le Mans, Mulsanne, Saint-Marc-la-Brière et Saint-Saturnin. Alors, Le Mans, évidemment, vous allez le suivre, mais une autre commune que vous allez suivre particulièrement, Eric? On va s'intéresser toujours au vote rural, je pense, parce que peut-être que ça ne vous a pas échappé, il y a des communes rurales où il y a eu 0 élu. Regardez bien, il y avait mais ils n'ont pas fait suffisamment de voix pour prétendre être élus. Et moi, je trouve ça quand même assez inquiétant. Et puis, autre chose dont on n'a peut-être pas trop parlé, l'abstention. Regardez dans certaines communes, il y a un taux d'abstention qui est très fort. En fait, c'est ça notre observation du deuxième tour. Combien de personnes vont aller voter? Est-ce que ça va plus se mobiliser? Voilà. J'imagine que vous allez regarder à peu près les mêmes choses, messieurs. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette spéciale pendant ces quelques minutes. On a pu débriefer le premier tour. Éric de Grandmaison, Jonathan Latteur, Adrien Blanc, merci à vous. Prochain rendez-vous avec les élections sur LMTV. Ce sera un débat qu'on vous propose demain, consacré à Mulsanne, Jean-Yves Lecoq, face à Géraud Guibert, à la même heure, sur ce même plateau. À demain.